Bienvenue, imprudent mortel. Nicolas Jacques Pelletier, Louis XVI, Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Manon Roland, Madame du Barry, Danton, Robespierre, les Carmélites de Compiègne, Antoine Lavoisier, le génie à l'origine de la chimie moderne, le Surc, l'erreur judiciaire de l'affaire du Courrier de Lyon, les époux Martin et leur valet Rochette, les accusés de l'Auberge Rouge, Lassner, le poète assassin, Ravachol, l'anarchiste, Joseph Vacher, le Jacques l'Éventreur français, Caserio, le meurtrier du président Carnot, Landru, le barbe bleue de Gambé, Eugène Wedman, le criminel aux yeux de velours, Marie-Louise Giraud, la faiseuse d'ange sous Vichy, Marcel Petiot, le docteur Satan, Jacques Fesch, l'assassin, SAINT, reconnu serviteur de Dieu, premier échelon de la canonisation, Christian Ranucci, l'homme au pull au vert rouge, ou pas, Jacques Carrein, le limité intellectuel, et Amida Djandoubi, l'unijambiste tortionnaire. Mais qu'ont donc en commun des personnes aussi différentes, ayant vécu sur près de 200 ans, autre que le fait d'avoir été accusées, à tort ou à raison, de meurtre et ou de haute trahison, leur fin, due pour chacune à la guillotine. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la guillotine. Vous croyez sans doute qu'elle a été inventée en 1792 ? Que nenni! Les premières machines à décapiter furent utilisées dans des temps très reculés, en Perse, puis à Rome. Pendant tout le Moyen-Âge, les Allemands utilisèrent la dielle, engin sur lequel le bourreau devait frapper avec une masse pour faire tomber la lame. Durant la Renaissance, la mannaia italienne et la maiden écossaise étaient déjà des engins à lame actionnés à l'aide d'une corde. C'est une mannaia qui a mis fin au jour de Beatrice Cenci, la belle parricide italienne dont j'avais parlé, le 11 septembre 1599 à Rome. Quant au docteur Joseph Ignace Guillotin, il avait connaissance de ces deux engins quand il proposa sa réforme des supplices en vigueur en 1789. Jusqu'ici, seuls les nobles étaient décapités à la hache. Pour les autres, cela dépendait du crime. La roue pour l'assassinat, le bûcher pour l'hérésie, la pendaison pour le vol, l'ébullition pour le faux monnayage, l'écartèlement pour le régicide. Avec les siècles des Lumières, les barbaries de la justice commencèrent à écurer les gens d'esprit. Le chevalier de la Barre fut, en 1766, condamné à avoir la langue tranchée avant d'être décapité pour blasphème. Voltaire s'en indigna longuement, et Louis XVI abolit la torture quelques années plus tard. Le docteur Guillotin, dans l'esprit d'égalité qui devait prévaloir par la suite, suggéra une décapitation rapide pour tout le monde, quel que fût son rang, puisque la décapitation était alors perçue comme le moyen le plus humain d'infliger la mort. Seuls les militaires seront encore fusillés jusqu'en 1963. Guillotin avait été horrifié par certaines décapitations lentes, dues à la DH émoussée et à des bourreaux débutants. Quand il fallait s'y reprendre à plus d'une fois, on n'aurait même pas infligé ça à des animaux, estimait Guillotin. Ironiquement, la dite humanisation devait conduire pour lui à l'arrêt total de la peine de mort dans le futur. Mais ce fut comme on le sait à longue échéance. Un autre docteur, Antoine Louis, fut à l'origine de la conception mécanique inspirée des Maiden. Plusieurs formes de larmes furent à l'étude avant de retenir celle en biseau, plus efficace. Contrairement à la légende, ce ne fut pas Louis XVI qui en eut idée, mais il approuva la mise en service de l'engin, qui devait finir par le tuer. On trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui cette forme dans les lames de cutter et de scalpel. La lame fut lestée à un poids de plusieurs kilos, et on fit des essais sur des cadavres et des animaux. L'engin fut surnommé Louisette, comme Antoine Louis, avant que Guillotine ne prévale, aux grandes dames du docteur Guillotin. J'ajouterai que ce docteur, ainsi il fut emprisonné sous la Terreur, ne fut pas tué par son invention et mourut de cause naturelle en 1815. Un homonyme, J.M.V. Guillotin, qui était lui aussi docteur, fut exécuté de la sorte plus tard, et il entretient la confusion.
Nicolas Jacques Pelletier était un assassin sur lequel la guillotine fut utilisée officiellement pour la première fois le 25 avril 1792. On prétend qu'il se mit à hurler à la vue de cet engin inconnu. Les exécutions avaient alors toujours été publiques et les témoins furent, paraît-il, déçus de la rapidité du supplice. En effet, jusqu'ici, une exécution pouvait durer des heures et, hélas, bon nombre de nos ancêtres s'y rendaient, comme au spectacle. Voilà pourquoi des médiévaux comme Godefroy et Jacouille estiment qu'un guillotiné a eu bonne mort, comparé à ce qu'ils connaissent. La tête a sauté proprement, console-toi, il a eu bonne mort. Pardon? On vient de guillotiner mon beau-père, impotent à 83 ans, et vous trouvez qu'il a eu une bonne mort? Le vieillard n'a point souffert. Dans mon temps, si la hache était maniée gauchement, elle provoquait d'atroces souffrances. Cette machinerie est astuteuse. Puis il arriva ce que vous savez, la Révolution. Entre 1793 et 1794, ce fut la terreur, où il suffisait d'être accusé de sympathie royaliste pour être exécuté. Louis XVI, sa femme et sa sœur furent des victimes célèbres, mais aussi de nombreux prêtres n'ayant pas prêté serment sur la constitution civile du clergé, et les carmélites de Compiègne, pour la même raison. Ou même Cécile Renaud, une adolescente simple d'esprit sur qui on avait trouvé 2 couteaux. Robespierre la fit exécuter avec sa famille, car devenu paranoïaque, il était persuadé qu'elle voulait l'assassiner. Madame du Barry, qui était une ancienne favorite de Louis XV, hurla, pleura, supplia, et demandera même « Encore une minute, monsieur le bourreau », le jour de sa décapitation. Il est que la duchesse avait été dupée. On lui avait promis la vie sauve en échange de ses bijoux, dont elle avait pourtant indiqué la cachette. Elle finit même par embarrasser la foule, habituée à des condamnés plus calmes et dignes, et la foule se retira en commentant. S'ils faisaient tous comme celle-là, on n'irait plus voir les exécutions. Près de 500 000 personnes mourront sur la terreur, parmi elles des fusillés ou les noyés de Nantes, mais on compte quand même 17 000 guillotinés, soit plus que le nombre total d'exécutés aux États-Unis entre 1608 et 2009. Ce fut aussi à cette époque que furent exécutés les plus jeunes et plus vieux des condamnés, âgés respectivement de 13 et de 97 ans. L'engin n'est même plus démonté à Paris, le bourreau se contentant de retirer la lame la nuit et le sang au sol ne pouvant plus s'en aller. 6J, toute la France. Selon cette gravure, on en venait à se demander si Robespierre ne se ferait pas effectivement exécuter tous les Français avant d'en finir lui-même avec le bourreau. Avec près d'une centaine d'exécutions par jour pendant la Grande Terreur, le nom donné à la pire période de celle-ci, on peut parler de parodie de cérémonies sacrificielles à la gloire de la République laïque. Parce qu'il tombait plus vite que la foudre, le couperet de la guillotine permettait ces morts de masse, impensables au temps des supplices plus longs. L'engin est alors quasi déifié et on parle de sainte guillotine. La terreur prit fin avec l'exécution de Robespierre le 24 juillet 1794. La guillotine est alors non sans raison liée aux horreurs de la Révolution. On y mettra même le feu à Toulouse en 1795 pour cette raison. Mais elle semblait exercer une fascination morbide, comme le prouvent les coiffures relevées pour les femmes sous le Directoire, dites à la victime, je cite, ou bien les coupes courtes, c'était pour la première fois depuis des siècles, pour les femmes, dites à la Titus, qui rappelait les cheveux coupés des suppliciés. Certaines femmes l'auraient porté par des filles, en hommage à des parents exécutés. Bien au contraire, les incroyables, ces élégants d'époque, portaient des écharpes très relevées pour sembler se protéger de la décapitation, ou pour sembler scrofuleux et échapper au service militaire, cela dépendait. Quant à leurs compagnes, les merveilleuses, elles avaient juste un petit foulard rouge au cou, autant dire que la signification était opposée. Ces foulards trouvaient peut-être leurs origines dans les balles dits à la victime. J'en ai déjà parlé, donc voyez la vidéo en description si vous voulez voir. À cette époque, on surnommait la guillotine la veuve, l'abbaye de Montaregré, le rasoir national, le moulin à silence, la cravate à capet, la mirabelle, le vasistas ou encore la raccourcisseuse patriotique.
Le 19e siècle verra son usage s'espacer davantage, mais sera toujours utilisé sur les assassins. Et seulement après eux, le règne de Louis-Philippe qui abrogera la peine de mort pour les traîtres. Les exécutions ne seront plus annoncées à l'avance. En outre, l'échafaud ne sera plus surélevé mais placé devant les murs des prisons à partir de 1875. L'ensemble paraît alors fort petit, d'après Jean Goudarot, un avocat qui assista à la toute dernière exécution. L'horaire est déplacé à l'aurore, pour plus de discrétion, et cette quasi-absence de public fera s'interroger Victor Hugo sur l'exemplarité de tout ceci. Selon un rituel qui sera conservé jusqu'à l'abolition, le condamné attendait la grâce présidentielle. Si celle-ci n'était pas accordée, on réveillait le prisonnier tôt le matin, entre 4 et 8 heures, pour lui annoncer son exécution imminente. Le condamné pouvait, entre autres, écrire à ses proches, recevoir les derniers sacrements et fumer son ultime cigarette. Puis était mené à la guillotine. Le temps entre son éveil et l'exécution excédait rarement 30 minutes. L'engin hérite au 19e et au 20e siècle d'autres surnoms. Le massicot, la bécane, les bois de justice, la bascule à Charlot, du nom de Charles Sanson, le tout premier bourreau, du moins pour les guillotines, et veuve à Desblères, du nom de la dynastie des bourreaux Desblères qui avait succédé aux Sanson. De son temps, les mauvais garçons à l'humour noir pouvaient avoir un tatouage au cou en forme de pointillé avec le mot Desblères. Quelques exécutions resteront dans les mémoires, telles que celle de Lassner, le poète, qui aurait eu suffisamment d'humour pour commenter « Voilà une semaine qui commence bien mal, parce qu'il avait été conduit au supplice un lundi. » Messieurs, n'avouez jamais, affirmera pour sa part en guise de dernier mot l'assassin Jean-Charles Alphonse Avinin, qui avait espéré la prison à perpétuité en échange de ses aveux, mais fut néanmoins exécuté. Marcel Pestiot tua jusqu'à une soixantaine de candidats à l'exil qui étaient des juifs ou des malfrats, pour récupérer leurs économies sous l'occupation. Ses derniers mots furent « Ne regardez pas, maître, ce sera pas beau à voir » à son avocat. Landru, lui, refusa d'avouer. Et quand il alla au supplice, son avocat, lui, puisqu'il n'y avait plus rien à perdre, dit à Landru qu'il pouvait lui dire si c'était vrai. Et Landru se contenta de répondre « Ça, maître, c'est mon petit bagage ». Plus sinistrement, Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, demandera « Quand ma tête sera tranchée, serai-je capable d'entendre le son de mon propre sang gicler de ma nuque ?» Si c'était le cas, ce serait l'ultime moment de plaisir qui conclurait tous les autres. Il était allemand, mais la guillotine avait été en fait adoptée dans d'autres pays, malgré qu'on en ait fait une spécificité française. L'Allemagne jusqu'en 1968, la Belgique jusqu'en 1918, la Suisse jusqu'en 1902, et la Suède, pour une unique exécution en 1910, l'emploieront. En Allemagne en 1943, c'est hélas la façon dont les étudiants chrétiens du mouvement de résistance rose-blanche périront. L'exécution de Henri Pranzini, qui tua sa maîtresse, sa fille et sa servante à Paris, est remarquable sur 2 points. D'abord, en apprenant dans la presse que Pranzini avait refusé de se confesser, une adolescente de 14 ans, Thérèse Martin, pria longtemps avec sa grande sœur pour le salut de son âme. Le 31 août 1887, sur le chemin de la guillotine, Pranzini appela l'aumônier et embrassa son crucifix avant d'être exécuté. Lisant ce dernier détail dans les journaux, Thérèse s'exclama « Je l'ai sauvée ». Plus tard, elle deviendra célèbre sous le nom de Sainte Thérèse de Lisieux. Plus prosaïquement, on fera paraît-il les portefeuilles de la peau de Pranzini, et face au scandale, les familles seront autorisées à récupérer les corps des exécutés désormais. Si personne ne les réclamait, ils finissaient sous ce que l'on appelait le carré des suppliciés. Pour l'heure, imprudent mortel, j'ai exploré ici le XVIIIe et le XIXe siècle. Le XXe siècle, mais aussi la signification plus culturelle de la guillotine se profile pour la semaine prochaine. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre en étant la lumière. Au revoir, imprudent mortel.